Bah, écoutez, il est 14 heures. On va pas prendre de retard. On va poursuivre cette journée, orientée confiance numérique. Donc je vous rappelle, le programme. Donc juste après, vous aurez le guichet juridique avec maître Caprioli et Agosti auquel vous pourrez poser toutes vos questions et qui y répondront pendant une trentaine de minutes. Ensuite, nous aurons une session sur l'identité numérique et le KYC et puis, on clôturera la journée avec une session sur les technologies qui impacteront demain l'écosystème de la confiance numérique. Mais bon, voilà, pour l'heure, place à l'archivage électronique avec ce titre. Alors, on avait un autre titre, hein, qui était l'archivage électronique, un besoin urgent, avec Jean-Philippe Balivet, qui est directeur activité CSP d'Innovation and Trust, et Hervé Streff, qui est directeur stratégie digitale chez Xeliance. Alors, vous le savez, l'archivage électronique, c'est un sujet qui est au cœur certainement de vos préoccupations si vous êtes avec nous, mais qui revient aussi souvent dans le programme de cette journée. Ça fait 3 ans maintenant, parce que finalement, entre les besoins en conformité de certains secteurs d'activité, la volonté, de protéger certains contenus sensibles des cyberattaques, les efforts de mutualisation de certains acteurs publics, pour répondre à leurs exigences d'archivage ou tout en réduisant les coûts. Et puis, on va en parler un petit peu des vracs numériques qui enflent à vue d'œil au sein des entreprises. Eh bien, nous constatons tous qu'il y a un réel besoin, mais qu'il y a aussi encore beaucoup à faire et un vaste marché à éduquer. Alors voilà, avant de se lancer dans le vif du sujet, une présentation des 2 entreprises et de Jean-Philippe et d'Hervé. Alors je crois que là, ça s'affiche correctement. Voilà, commençons par Innovation and Trust, Jean-Philippe? Alors, pour moi, le slide s'affiche pas encore. Je pense que Ah, la transmission est un peu longue. Pour l'instant, j'ai un petit truc d'attente, mais c'est pas grave. Normalement, je dois pouvoir présenter l'entreprise sans le slide. Donc, Innovation and Trust, on est une filiale du groupe Tessie qui a été créée cette année, en fait, pour regrouper un certain nombre d'activités existantes et puis incuber aussi de nouvelles activités. C'est ce qu'on appelle la Digital Factory du groupe Tessie. Donc, c'est une société qui est là pour promouvoir des logiciels innovants dans le domaine de la confiance numérique. Et comme tu le disais, hein, là, pour nous, la partie archivage électronique, gestion du document, fait partie de ce domaine de la confiance numérique au même titre que des sujets plus traditionnels comme la signature électronique, les autorités de certification, etc. Donc c'est vraiment un des éléments, un des piliers pour nous de l'offre confiance numérique. Dans notre stratégie finalement de développement logiciel, ce qui est important, c'est qu'on est en mode cloud, hein, on est ou hébergeur et on pense que le développement de cloud souverain est très important aujourd'hui. Et puis on se positionne aussi dans une dimension plus humaine avec un impact fort sur la responsabilité sociale et environnementale, faire des logiciels plus humains, plus disponibles, plus rapides, plus efficaces. On pense qu'on ne peut pas tout à fait aujourd'hui ignorer cette dimension-là dans la vie de l'entreprise et dans le design de nos logiciels. Bon, je vois toujours pas le slide, mais tu peux le ah passer. mince, en mode fantôme. Alors c'est arrivé ce matin, bah, Alors, je ne sais pas je vais si passer, d'autres participants le voient correctement ou si c'est que moi, c'est plus ça surtout. Hervé de ton côté, est-ce que tu Oui, je vois le les vois slides? bien, oui, je le vois bien. Bon, Mince. j'essaierai de régler ça après. Donc, sur le côté de notre offre, hein, en deux mots, il y a bien sûr la partie Content Service Platform, donc tout ce qui concerne la GED, le case management et l'archivage électronique dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle la dimension Digital Trust, donc la signature électronique, la vérification d'identité, les autorités de certification. Du développement d'applications business un peu plus virtualisées et notamment dans le monde de la santé, parce que effectivement c'est aussi un domaine où la confiance est numérique. Et on se positionne comme un tiers de confiance, donc on essaye d'avoir toutes les certifications qui vont bien. On va parler beaucoup aujourd'hui de la NF 461 bien sûr. Et puis comme je disais, on a une vocation à innover dans le domaine logiciel et pour ça on anime un réseau de startups qui s'appelle Pépite Shaker et qui est vraiment là pour effectivement nous alimenter en nouvelles technologies et en solutions innovantes. Voilà en quelques mots Innovation and Trust. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, donc pourquoi il y a urgence autour de l'archivage électronique? Alors pourquoi? On a rassemblé quelques chiffres en fait qui effectivement motivent un peu d'urgence sur les projets et on voit pas mal de projets se déclencher.
Et on sait quand on interroge les DSI que c'est un sujet qui est vraiment très présent pour les DSI dans les fonctions techniques, mais aussi pour les archivistes et pour les gens qui s'occupent de sécurité, pour les RSSI. Donc on voit que sur ce slide-là, que le nombre de mises en demeure, d'amendes, de sanctions qui sont prononcées pour des manquements au RGPD en général et à la protection des données deviennent de plus en plus importants. En fait, ce sujet-là, le RGPD, hein, ça, c'est pas tout récent, mais très récemment, ça a pris un caractère d'urgence parce que les amendes sont de plus en plus nombreuses, les contrôles sont de plus en plus nombreux, les audits, les interrogations aussi simplement des citoyens et des usagers sont de plus en plus importantes. Et on voit que autour des sujets, des amendes qui ont été infligées, le vrai sujet qui a été mis en avant, c'est le manque de protection des données. C'est le manque de due diligence sur la sécurisation et la protection des données. Et c'est ça qui est le vrai point faible. Et quand on parle de SAE aujourd'hui, une des fonctions du système d'archivage électronique, on pense beaucoup à la valeur probatoire et effectivement à la capacité à gérer les litiges, mais un des vrais sujets, c'est aussi la confidentialité et la sécurité des données. Et donc cet aspect de gouvernance, hein, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, il est extrêmement important. Et de plus en plus, les RSSI, les DSI, et il y en a sûrement dans l'audience qu'on a aujourd'hui, voient l'urgence du sujet et ne se disent plus comme on le faisait depuis quelques temps, pendant quelques années sur le RGPD, on peut encore attendre un peu et on verra bien comment ça va se passer parce que la réalité, c'est que si on s'en occupe pas, ça se passe pas très bien. En fait. D'accord. Alors j'ajouterais que, chez Archimag, on a mené une enquête en début d'année uniquement auprès d'entreprises privées, je précise, qui confirment qu'en termes d'archivage électronique, les entreprises françaises sont encore assez loin du compte. La preuve, avec 3 chiffres, le premier, c'est que 48 des entreprises, n'ont pas de politique d'archivage clairement définie. Je trouve que ça fait encore beaucoup. Le second, c'est que pour seulement une entreprise sur 10, l'archivage se fait à 100 en électronique. C'est-à-dire que pour toutes les autres, c'est encore de l'hybride, papier plus électronique. Et puis le dernier, c'est que 60 des entreprises qui ont répondu à cette enquête ne disposent pas de SAE. Donc voilà, il y a encore tout du chemin à faire. Il y a bien une urgence. Et puis, il y a cette histoire aussi des dark data et des vracs numériques dont j'ai parlé un tout petit peu. Ouais. Avant juste de parler de dark data, hein, pour que tu rebondisses, on voit bien que nos premiers gros clients en matière d'archivage sont des gens de l'assurance, de la finance, de l'énergie, du public, qui sont déjà très sensibles à la problématique en fait. Mais aujourd'hui, il y a plus de secteurs qui peuvent ignorer effectivement ce besoin et le sujet du SA. Pour dire deux mots de ce qu'on appelle nous le dark data, tu appelles ça le vrac numérique, etc. C'est toutes les données froides finalement qui existent dans le système d'information, qui sont potentiellement jamais consultées, qui dorment dans des serveurs. On a ici quelques chiffres hein, sur les coûts, sur les volumétries qu'on estime effectivement de ces données qui seront générées. C'est toutes les données qu'on va trouver dans les SharePoint, dans les mails, dans les serveurs de fichiers qui vont traîner à droite à gauche, voire dans les applications métiers, qui sont jamais exploitées, pas vraiment utiles. Ces données-là, elles présentent un risque. Elles présentent un risque parce que c'est de la conservation de la donnée au-delà de leur utilité. Donc, c'est un risque RGPD, comme on le disait. C'est un risque juridique. C'est un risque de sécurité. S'il y a une fuite de données, on augmente le périmètre d'exposition. Ce risque-là, il est important. C'est aussi un coût. Je parlais de responsabilité environnementale. Le coût de laisser des données effectivement dormir et des données utilisées qu'on pourra plus jamais nettoyer, c'est un coût financier et environnemental qui est de plus en plus important et de plus en plus réel. Et plus le temps passe, plus la gestion de ces dark data devient difficile à atteindre, et plus on laisse passer de temps pour mettre en place cette gouvernance, plus finalement cette dette de dark data se creuse pour les entreprises et va devenir plus difficile à gérer. Donc là, il y a un vrai sujet effectivement de traitement, qui est un sujet de conformité, qui est un sujet réglementaire, qui est un sujet de risque et qui est un sujet aussi de coût financier et environnemental. Donc un sujet qui effectivement pousse vraiment à l'urgence et plus on digitalise les processus, la post-Covid où on a digitalisé de plus en plus de choses, plus on se crée finalement des flux de données qu'on a du mal effectivement à gérer, à contrôler et puis à éliminer et dont on a du mal à gérer le cycle de vie. Alors avant de parler, plus spécifiquement du SAE, quand on associe, la plupart du temps au SAE le terme, la valeur probatoire, on met ça avec et de quoi parle-t-on exactement quand on parle de valeur probatoire? Est-ce qu'il y a je crois qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent pas mal de choses là-dedans.
Oui, alors il y a une expression qu'on emploie beaucoup et qui est très mauvaise, qui est l'archivage à valeur probatoire. L'archivage, il n'a pas de valeur probatoire, hein. L'archivage, c'est de l'archivage. En fait, ce sont bien les documents qui ont une valeur probatoire, et ce qu'on cherche, c'est à préserver la valeur probatoire de ce document-là. L'exemple, hein, que je donne vraiment souvent, c'est l'arme du crime. C'est ça qu'on veut protéger et qu'on va présenter à un juge. On ne va pas présenter le sac plastique avec les scellés dessus, on ne va pas présenter le coffre. Par contre, le juge, il va regarder effectivement comment l'arme du crime a été conservée. Et le SAE, c'est vraiment ça, c'est le coffre, c'est l'espace de stockage dans lequel on va préserver un document pour le présenter à un juge avec une présomption effectivement d'authenticité et d'intégrité de ce document. Il se trouve qu'en France, on a effectivement tout un contexte normatif avec la norme Z42013, hein, qui couvre effectivement l'archivage électronique. Cette norme-là, elle va au-delà simplement de la conservation de la valeur probatoire. C'est un des éléments de l'archivage, mais là, archiver un document, ça veut dire beaucoup plus que ça, hein. Tous les gens qui sont archivistes, bibliothécaires le savent bien. Donc ici, on a essayé de résumer les principaux éléments effectivement qui sont derrière cette terminologie d'archivage électronique, de système d'archivage électronique, ce qu'on appelle donc assez improprement l'archivage à valeur probatoire. Donc c'est bien sûr, j'en ai déjà parlé un peu, la sécurité et la confidentialité de la donnée, s'assurer qu'on sait qui accède aux documents, que l'accès est limité, qu'il est juste nécessaire et qu'on protège effectivement contre les menaces le document en question. Le deuxième point important, c'est l'intégrité et la pérennité. On veut que, effectivement, conserver potentiellement sur une durée très longue un document et s'assurer qu'il n'est pas modifié. Donc cette préservation de l'intégrité est importante. Quand on travaille dans les RH, par exemple, on va garder des documents sur toute la carrière d'un employé, potentiellement pendant 50 ans, pendant 60 ans. On va devoir conserver effectivement des documents. Donc on travaille vraiment sur du long terme, hein. On prend aujourd'hui des documents qui devront être encore stockés dans nos systèmes en 2100, hein. Donc on travaille vraiment sur une perspective très longue. Et le dernier point, effectivement, c'est les aspects de traçabilité, de savoir qui va accéder aux documents et quand, parce que toute cette histoire-là va être importante, effectivement, quand on va vouloir démontrer l'usage qui est fait du document. Donc on voit que la norme Z42013, cette norme française, elle a un périmètre très large qui concerne tous les aspects de l'archivage, effectivement, de documents électroniques. C'est une norme qui est importante, qui a été portée à l'ISO, qui aujourd'hui est une des bases de réflexion au niveau européen pour peut-être avoir effectivement aussi un règlement EIDAS qui couvre ces éléments d'archivage électronique. Et c'est bien sûr quelque chose qui est aussi très intrinsèquement lié au projet de facture électronique qui arrive, hein, au changement effectivement sur la démat des factures, puisque derrière la démat des factures, il y a de l'archivage électronique, hein, puisqu'on est sur des flux dématérialisés. Donc on est plutôt en avance en France, en Europe et dans le reste du monde avec ce contexte normatif qui est vraiment intéressant et qui vraiment nous permet de bien qualifier ce qu'est le système d'archivage électronique pour le public, pour la santé, etc. Donc il y a une couverture très très large et qui est plutôt le modèle qui se propage aujourd'hui un peu en Europe et dont on espère qu'il pourra être adopté plus largement en Europe pour avoir effectivement des réglementations européennes qui soient cohérentes. Alors bon, autre question, en tout cas ce qu'on entend, ce que j'entends beaucoup, moi, c'est que le SAE est quand même souvent présenté par ses détracteurs comme une usine à gaz, une grosse machinerie lourde, complexe, coûteuse, difficile à faire évoluer. Est-ce que c'est, vraiment le cas? Ouais. Non, je ne vais pas dire ça. Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on positionne, nous, des SAE qui ont des fonctionnalités de GED aussi. C'est-à-dire, hein, ici, on voit qu'un des scénarios sur lesquels on déploie nos solutions sont des scénarios de consolidation de GED. On ne conçoit pas le SAE comme un système qui est mort. Parce que on dit effectivement, au moment où on produit un document dans l'entreprise, au moment où il est reçu, on doit, et c'est un des sujets du RGPD, on doit déjà s'engager sur sa conservation, son cycle de vie et la confidentialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un sorte de purgatoire pour les documents en disant bah, finalement j'ai reçu un document dans un mail, il est au purgatoire, je ne le gère pas et finalement je vais ignorer ce qui se passe en termes de confidentialité et de sécurité. Donc on dit au plus tôt finalement, le SAE, au-delà de sa fonction d'archivage, hein, comme je disais, c'est une vision assez large de la gestion du document électronique. Ou plutôt le document qui rentre, qui contient forcément quasiment de la donnée personnelle ou de la donnée sensible, ce document-là, il doit rentrer dans le SAE et il doit être vivant.
Et c'est ça qui est important, c'est que pour nous, déployer une solution comme notre solution Data Content, c'est aussi une solution de consolidation et d'optimisation du stockage, parce que c'est l'opportunité de mettre des solutions qui soient transverses en fait et qui permettent d'abord de gouverner mieux la donnée et de gouverner mieux le document, mais aussi de le rendre accessible le plus possible aux applications, que ce soit à travers des services, des échanges, du reporting, de l'analytics, etc. Donc c'est vraiment ça le sujet, c'est de dire le SAE, c'est pas une grosse usine à gaz qui vient à côté et qui est juste embêtante pour stocker les trucs dont on n'a plus besoin. C'est un des éléments du socle du système d'information avec d'autres sources de données, avec des data lakes, etc. C'est un des éléments importants et de construction du socle du système d'information qui va assurer sa sécurité, sa conformité et aussi sa haute disponibilité, hein, parce que on a, nous, une solution qui est conçue plutôt en mode big data pour cet usage-là, effectivement, pour cette intégration-là. J'ai donné sur les slides suivants un peu des exemples de projets qu'on fait. Hein. Je les ai un peu anonymisés, peut-être que vous pourrez savoir ce que c'est, mais on a développé la solution avec un organisme de recouvrement important de la protection sociale en France, il n'y en a pas 50, mais c'est avec eux qu'on a développé cette solution parce qu'ils avaient d'abord un sujet de volumétrie avec plus d'1 milliard de documents en ligne, hein, et puis un sujet d'une problématique de disponibilité continue 24/7 pour effectivement les usagers du service. Donc des très fortes contraintes de disponibilité, un besoin d'accès aux documents pour leurs utilisateurs, leurs 30 000 utilisateurs internes, mais aussi pour tous les cotisants à travers le portail. Et on continue de travailler effectivement dans les organismes de protection sociale sur les mêmes sujets avec des très gros volumes de données, des très fortes contraintes de disponibilité. Et on voit qu'en fait, le SAE derrière, qui va effectivement gérer le cycle de vie du document et l'archivage, en fait, c'est quelque chose qui est très frontal et qui est sur le front dans la relation avec les usagers du service et pas quelque chose qui est mort et qui est inutile, mais au contraire, qui est générateur de valeur ajoutée et de facilité d'accès aux documents et à la donnée. Si on regarde l'autre exemple finalement d'implémentation qu'on fait, c'est pour un grand groupe d'assurance effectivement et de protection sociale, donc à peu près 10 000 collaborateurs et 15 millions de clients. Là aussi, c'est le stockage des documents de l'ensemble des branches. Et ça s'inscrit pour eux dans une stratégie de plateforme finalement, de plateforme métier. Et dans la construction de leur plateforme métier, bah, il y a une des premières briques qu'ils mettent en place, c'est justement la brique d'archivage électronique. Là encore, dans une vision de consolidation des GED. Donc, on va consolider 5 ou 6 GED avec déjà aujourd'hui plus de 40 Tera de données hein, qui sont stockées. Et derrière, cette GED-là, elle va être utilisée et intégrée dans les applications métiers, dans les portails clients directement. Donc, on voit que le SAE, c'est oui une solution de conformité, oui une solution de sécurité, mais c'est aussi une solution de productivité et d'optimisation des coûts. Et on ne peut pas concevoir l'un dans l'autre. Hein. Ça ne doit pas venir en plus du reste, mais ça doit vraiment être très intégré dans la construction et dans l'urbanisation du système d'information. Pour résumer, aux 60% des entreprises qui ont répondu qu'elles ne possédaient pas de SAE à notre enquête, vous leur diriez, vous leur donniez les 3 éléments de ROI que vous leur donneriez si elles déployaient un SAE, ce serait quoi chacun? Jean-Philippe peut-être? 3 C'était la éléments question. de ROI. Ok. Dans ce que je disais, le point qui me semble effectivement important quand on parlait de consolidation et de construction du socle des systèmes d'information, c'est très technique effectivement, mais c'est quand même un point important de ROI. Effectivement, aujourd'hui, on voit quand même pas mal de clients qui ont des vrais sujets de maintenance et de maintenabilité des systèmes, donc c'est un vrai élément. Le deuxième élément, c'est un élément de risque hein, quand même, le risque de conformité. Il y a des engagements financiers qui sont extrêmement important derrière ça et il n'y a plus d'entreprises qui peuvent vraiment ignorer ça. Les 60% qui l'ignorent encore, ils ne peuvent plus vraiment l'ignorer parce que le risque autour de ça est quand même maintenant devenu extrêmement important. Je pense que c'est quand même des drivers très très forts aujourd'hui, un peu techniques et on voit que c'est des projets qui sont beaucoup pilotés par la DSI mais un peu techniques. Le troisième driver, c'est quand même un driver d'efficacité. On cite souvent ce chiffre-là dans nos présentations, c'est que tout le monde passe 7 heures par semaine à chercher des documents sans jamais les trouver. Et effectivement, c'est quand même un vrai sujet de l'accessibilité à l'information
On parle de vue 360, on parle effectivement d'être capable de contextualiser l'information qu'on a. Et finalement, dans ce contexte d'information, le document au sens large, hein, le flux électronique ou le document produit individuellement ou numérisé, ce document-là, finalement, on a du mal à y accéder, on a du mal à le trouver, on a du mal à le rendre disponible au bon moment. Donc, je pense que ça, c'est le troisième driver fort de ces projets d'archivage. Et notre solution Data Content, qui a une dizaine d'années maintenant, qu'on a développé récemment, on l'a pensé un peu big data, avec cette idée d'être assez agnostique finalement en matière de ce qu'on doit archiver. On a plutôt des assets numériques finalement qu'on doit archiver. On voit que leur forme évolue pas mal. Alors quand on en parlait ensemble, je peux prendre l'exemple de la santé. C'est vrai que les flux santé sont très normalisés, les flux échangés sont très numérisés. Et quand je cite l'exemple de l'électrocardiogramme, par exemple, on pense vraiment au papier avec la petite courbe dessus. Aujourd'hui, le résultat d'un ECG, c'est vraiment une suite de chiffres et c'est un flux purement numérique, en fait. Et ce flux-là, il a besoin d'être archivé parce que c'est une donnée de santé, c'est une donnée importante. Elle a une durée d'usage et il y a toutes les règles de conservation qu'on a autour du document qui doivent s'appliquer sur un flux qui est purement numérique. Donc, c'est vrai que je vois une question dans le chat sur les data et les DAM. Tous les assets numériques, l'enregistrement d'un call center. Aujourd'hui, on fait de l'archivage des enregistrements de call center, de l'archivage des vidéos d'identification à distance. On fait de l'archivage de flux HL7 dans la santé. On fait de l'archivage de flux EDI pour la facture. Donc, la notion de frontière entre la data et le document, avec la digitalisation des process, elle devient de plus en plus floue finalement. Et le rôle des archivistes, et c'est un peu notre métier aussi, c'est vraiment d'avoir cette vision un peu globale d'asset numérique de l'entreprise et de la manière dont on préserve et on valorise toutes ces données-là un peu de manière équitable, effectivement, dans les processus.